S'il y a bien un mystère de One Piece qui a retenu toute mon attention depuis longtemps, c'est bien celui concernant les yeux à double iris coloré, que nous nommerons pendant cette vidéo les yeux du démon. Voyons ensemble pourquoi. Récapitulons les différentes apparitions de ces fameux yeux. Ils sont arrivés extrêmement tôt dans l'œuvre, au chapitre 50, avec l'introduction de Dracul Mihawk. Il est le tout premier personnage à nous présenter ses yeux à l'aspect si particulier. Il est alors évidemment logique de penser que c'était un simple détail de chara-design, qui lui fait hériter d'ailleurs de son surnom Œil de Faucon. Rien de bien marquant, me direz-vous. Il faudra attendre, tenez-vous bien, 723 chapitres pour que ces mêmes yeux apparaissent chez un personnage différent. En effet, c'est au chapitre 773 qu'Oda nous offre la planche qui sera le pilier de cette théorie des yeux du démon, le combat interne de Cavendish contre Akuba. Ce moment est une gigantesque source de hype chez moi qui généra de nombreuses théories dans la communauté, mais aussi dans mon esprit. Cependant, à peine le temps de réfléchir que l'inattendu se produit. Au chapitre 821, ces yeux du démon réapparaissent non pas chez un homme, mais chez Zunesha. Les théories s'effondrent alors. Pourquoi une bête mythique posséderait aussi ces yeux si spéciaux ? Puis enfin, au chapitre 908, Oda nous révèle un des personnages les plus incroyables du manga, Im-sama. Qui en plus d'être potentiellement le plus grand méchant de l'œuvre, possède lui aussi les yeux du démon. Un simple détail de design devient d'un seul coup une particularité physique chez des individus très précis et très distincts. Mais qu'est-ce qui les rapproche ? Mettons de côté Zunesha si vous le voulez. Non pas que ça m'arrange pour la théorie, mais nous allons d'abord nous concentrer sur les trois autres personnages. Ces derniers sont de haute stature, tous trois affiliés à une potentielle noblesse. En effet, Cavendish est littéralement surnommé le pirate noble, du fait de son sang, car c'est le prince du royaume bourgeois. Mihawk, lui, en plus de porter des habits similaires à ceux de Cavendish, vit dans un château. On peut en plus souvent le voir adopter des manières et des comportements fiers, voire condescendants. Des clichés qu'on attribue souvent à l'aristocratie. On finira par noter aussi que son design est totalement inspiré des Espagnols de haut rang du XVIIe siècle, âge d'or de la piraterie. Quant à Im, c'est tout simplement un roi, portant une couronne sur la tête et s'asseyant sur le trône de Marie-Joie. On peut alors se demander si le secret des yeux du démon n'est connu qu'au sein d'une certaine classe de personnes. Cette marque sociale commune est en tout cas intéressante. Mais ma théorie repose sur un autre point de ressemblance, beaucoup plus important. Ce sont tous trois des épéistes. Rien ne le prouve à 100% concernant Im, mais cette case, je trouve, parle plutôt bien d'elle-même. Une seule épée dans la pièce, à l'allure peu commune, ayant découpé des primes sur le sol, prouvant que Im s'est servi de cette lame. Un autre indice nous viendrait aussi du fait que des dizaines de vieilles épées jonchent la salle du trône. Est-ce une collection personnelle ou bien les trophées récupérés sur ses ennemis défaits ? Mystère. Mais ce n'est certainement pas un détail insignifiant car il nous permet de lier Im encore une fois au thème des sabreurs. Cette hypothèse des épéistes me permet enfin d'introduire ma théorie principale au sujet des yeux du démon. Les lames maudites du monde de One Piece, comme par exemple les trois sabres Kitetsu ou bien Kikoku, renfermeraient en fait des démons, des esprits damnés et surpuissants qui résideraient dans ces armes uniques. Il serait alors possible, grâce à un rite extrêmement dangereux, de libérer ces démons prisonniers afin d'en contrôler la puissance. Un combat de force mentale et physique s'engage alors entre le détenteur de la lame et le démon qui y réside, jusqu'à ce que le sabreur, enfin victorieux, exhibe les yeux du démon qu'il vient de terrasser. On sait par ailleurs que les lames dans le manga dégagent une certaine aura. Elles interagissent avec leur environnement, voire même parfois peuvent blesser leur porteur. L'idée qu'une entité les habite est donc loin d'être incohérente. J'aimerais aussi préciser que Kikoku, le sabre maudit de l'eau, signifie littéralement
pleurs du démon. On fait quand même plus subtil. Comme j'en ai parlé précédemment, c'est Akuba qui m'a inspiré cette théorie, car Oda nous permet grâce à lui de comprendre le potentiel fonctionnement des yeux du démon. Les doubles iris n'apparaissent pas quand Akuba a le contrôle total, et l'on sait que Cavendish a des yeux normaux quand il n'est pas en transe. C'est à ce moment très particulier où Cavendish essaie justement de reprendre le contrôle sur Akuba que les doubles iris se révèlent. Un moment où la fusion entre les deux paraît totale. Prouvant ici tout simplement que Cavendish, sans le savoir, était en train d'effectuer une partie du rituel de contrôle de son démon. Si l'on poursuit la logique, cela veut dire que Durandal est maudite, et qu'elle est donc habitée par Akuba. Ce qui n'est pas impossible, nous savons que Durandal fait partie des Meito, mais nous n'avons pas plus d'informations qui contrediraient l'idée qu'elle soit maudite. Concernant Mihawk, on peut supposer qu'il a obtenu les yeux du démon relativement jeune, ce qui signifie qu'il avait la puissance nécessaire pour contrôler un démon il y a déjà plusieurs années. Il est aussi intéressant de se demander si Mihawk a pris le contrôle du démon à l'intérieur de Kokuto Yoru. Si c'est le cas, cela voudrait dire que le jeune Mihawk a obtenu la force d'un démon résidant dans une des lames, si ce n'est la lame la plus puissante du monde de One Piece. Pour Im-sama, les suppositions seront forcément plus floues. Si l'on suit la logique jusqu'ici développée, Im a lui aussi pris le contrôle du pouvoir d'un démon via une lame. Ou bien autre chose. Ce dernier doute nous amène vers notre quatrième détenteur. Et oui, je n'ai pas oublié Zunesha. Et là, nous devons mettre au clair plusieurs choses. Comme vous vous en doutez, Zunesha a très peu de chances d'avoir utilisé une lame afin de tenter le rituel des yeux du démon. Cependant, nous savons qu'il a commis un crime. Un crime extrêmement grave. Zunesha serait alors lui-même une sorte de démon, non pas au sens littéral, mais plutôt à cause de ses actes passés. Zunesha aurait été maudit par ses pairs jusqu'à en être traité comme un véritable monstre. Ses yeux seraient alors la marque de sa malédiction éternelle. Car après tout, comme nous l'avons vu avant, les démons des épées sont eux aussi directement liés à des malédictions. Avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, je fais une parenthèse sur un sujet que j'ai failli aborder. Les différentes couleurs des yeux du démon. C'est un sujet glissant et un peu controversé car les colorations font débat. Effectivement, Mihawk a par exemple les yeux rouges sur certains supports papier, alors que nous le connaissons avec des yeux oranges en animé. Je dirais juste en analyse que les couleurs chaudes, jaune, orange, rouge, ont l'air d'être réservées aux humains, et que les couleurs froides, vert, bleu, aux monstres. Je vous laisse extrapoler là-dessus de votre côté. Bref, tout ça est bien beau, mais qu'est-ce que les yeux du démon apportent réellement à celui qui les maîtrise? Qu'est-ce qui mérite de prendre de tels risques pour un power-up? Encore une fois, Akuba nous le montre parfaitement. Cavendish est déjà un sabreur hors pair, mais Akuba, c'est vraiment une autre histoire. Non seulement il inspire la terreur chez ses ennemis, mais il dispose aussi d'une force et d'une rapidité surhumaine. Dellinger a eu beau faire le malin pendant un certain temps, il est tombé KO en une fraction de seconde sans même s'en rendre compte. Et pourtant, Akuba est entravé par Cavendish, et inversement, les deux luttant constamment pour la prise de contrôle totale. D'ailleurs, en y réfléchissant, peut-être qu'au final Cavendish a déjà tenté le rituel, mais qu'il s'est totalement loupé, permettant alors le réveil complet d'Akuba. Cela expliquerait pourquoi Cavendish a l'air d'être habitué plus ou moins, et ce depuis un certain temps, à ces crises. Imaginez alors avoir la maîtrise absolue sur un tel pouvoir. Oh mais attendez, pas besoin d'imaginer puisqu'on a un exemple sous les yeux. Un véritable monstre de puissance qui, juste pour rappeler, en donnant un simple coup d'épée horizontale et sans avoir l'air d'y mettre plus de force que ça, se retrouve à découper un tsunami gelé de plusieurs centaines de mètres. En revoyant cette scène en scan et en animé, on se rend compte que ce personnage est d'une puissance qui dépasse l'entendement. Pour rappel, il a détruit à lui seul la flotte de Don Krieg composée de 50 navires et 5000 hommes. Il se baladait à Marineford, comme dans un jardin d'enfants, sans avoir l'air de forcer, je me répète, et le tout sans avoir subi une seule égratignure. Et d'ailleurs, il ne présente globalement aucune cicatrice sur le corps. Il aurait donc obtenu son titre de meilleur épéiste du monde sans aucune blessure grave apparente. On retrouve aussi chez Mihawk le thème de la terreur, ou en tout cas du respect et de la crainte inspiré chez les autres. Prouvant qu'il dégage une certaine aura en plus de sa réputation. Je vais pas vous mentir, Mihawk était mon deuxième personnage préféré, mais en faisant cette vidéo, il a clairement volé la première place. Désolé Sanji. Encore une chose dingue sur ce personnage. Il est seul. Il n'a ni flotte,
Ni équipage, ni partenaire. Il est monté seul là où il se trouve. Et autant je trouve impressionnant le fait que Shanks soit devenu empereur avec seulement son équipage et sans avoir de flotte derrière lui, autant Mihawk qui rivalisait avec Shanks, donc par extension avec un empereur, et qui atteint les hautes sphères de la piraterie en solitaire, ça donne des vertiges. Et en parlant du roux, je terminerai sur cette scène qui prouve qu'il ne veut plus combattre Shanks à cause de la perte de son bras. C'était il y a 2 ans dans le manga, donc Mihawk considère que le combat contre un empereur qui a tenu tête à Barbe Blanche et Kaido serait décevant ou trop simple. On a là un avant-goût de la puissance démesurée des yeux du démon. Pour Zunesha, je n'ai pas vraiment besoin de vous prouver sa puissance. Quant à Im-sama, on a potentiellement ici affaire à une entité qui a embrassé sa part démoniaque. Je vous laisse alors imaginer ce qu'un être maléfique pourrait faire avec la puissance de Mihawk. En tout cas, après tout ça, on peut être sûr que les yeux du démon ont une signification. Et nous n'allons pas tarder à en être certains. Car un autre détenteur est sous nos yeux, et depuis un sacré moment. Un homme qui porte lui aussi les doubles iris. Car pour battre un démon, il faut en devenir un. Vous ne pensiez quand même pas que j'allais conclure cette théorie sans parler de notre très cher Renoir Zoro. Ce dernier a toujours eu un thème proche des démons, que ce soit dans ses attaques ou certains comportements qu'il adopte. On citera par exemple sa technique la plus connue à ce sujet, le Ashura Ichibugin contre Kaku. Zoro invoquant littéralement ici un démon à 9 bras. Et encore plus récemment, avec le chapitre 1003, Zoro nous présentait encore une fois une attaque en lien avec les enfers, les ténèbres. Mais surtout, cela fait 400 chapitres que le second des Mugiwara arbore une blessure grave sans que jamais personne ne lui en parle. Une blessure qui affaiblirait forcément n'importe quel sabreur. La perte d'un œil a de graves répercussions sur les réflexes et sur l'équilibre, et pourtant Zoro n'a jamais été aussi puissant. Même Oda très récemment a gardé le silence sur une question à ce sujet. Pourquoi tant de mystère si, comme certains le pensent, c'est une blessure tout ce qu'il y a de plus banal? Moi j'ai une meilleure idée. Laissez-moi vous raconter une dernière théorie. Mihawk, voyant que son élève s'impatiente à l'idée de devenir toujours plus fort afin de ne plus jamais faillir à protéger son capitaine, décide de lui parler des yeux du démon et du fameux rituel. Zoro, possédant une lame maudite depuis Lockdown, le Sandai Kitetsu, propose de tenter le rite, voyant son temps d'entraînement diminuer à grands pas. Mihawk refuse, Zoro n'est clairement pas prêt à encaisser la cérémonie. Ce dernier tente alors seul, une nuit, de déclencher le processus. Il invoque le démon du Sandai Kitetsu, qui se réveille alors d'un très long somme. Zoro fixe les doubles iris bleus du démon, puis le prévient que désormais sa puissance sera sienne. Le démon attaque alors le sabreur, les deux ne font plus qu'un. Zoro souffre le martyre. Le démon tente de dévorer son âme et son corps. La douleur est insoutenable. Mais Zoro connaît la douleur. Il l'a déjà accueillie à bras ouverts, comme une vieille amie. Le brouhaha réveille Mihawk et Perona, qui débarquent alors tous deux dans une salle ensanglantée du château. Mihawk ne réfléchit pas et stoppe le processus d'un coup de sa dague. Zoro est à genoux. Il se tient à l'œil gauche duquel semble jaillir un flot de sang. Œil de Faucon lui demande alors quelle folie lui est passée par la tête, mais Zoro ne répond pas. Puis doucement, ce dernier relève la tête et sourit, son œil gauche arborant une magnifique double iris orange. Zoro aurait donc réussi à moitié le rituel de contrôle des yeux du démon, et n'a par conséquence pas totalement la main sur son pouvoir. Il garde donc son œil fermé jusqu'à ce qu'il en ait vraiment besoin, mais je peux vous assurer que si un jour il ouvre son œil, je plains d'avance la personne qui sera en face. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette théorie, j'espère que ça vous aura plu. Je pense sincèrement, personnellement, que ces yeux ne sont pas anodins, sinon pourquoi les montrer avec autant d'insistance et à plusieurs reprises à des moments clés du manga? D'ailleurs, en travaillant sur cette théorie des yeux du démon, je suis maintenant encore plus convaincu que ces derniers ont un rôle à jouer. Je sais que beaucoup pensent que ce n'est qu'un détail, que c'est potentiellement le signe d'un acquis de l'observation avancée qui permettrait de voir dans le futur, mais je trouve que ça ne colle pas. Par exemple, Mihawk est un maître du acquis de l'armement, pas de l'observation, et Akuba contredit aussi cette idée de acquis qui permet de voir dans le futur. Bref, tout ça pour dire que j'ai très hâte de revoir ces personnages à l'action. Surtout Mihawk le gigaboss. D'ailleurs, allez, juste pour le plaisir, on se met cette scène.
ちを覚えてるか。おめえに昔挑んだ男だ。しかし今やパワーアップしたニューヨーカーだ。虫けらの顔などいちいち覚えちゃいない。 Allez, merci encore si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine.